Welcome back. Please take your seats as soon as possible. Thank you. So, welcome back. Bien, eh bien, bon retour parmi nous. J'espère que vous avez bien profité de votre déjeuner, que vous êtes tout à fait prêts maintenant pour les deux séances passionnantes qui nous attendent cet après-midi. Alors, pour cette deuxième séance, nous allons parler des moyens de renforcer les impôts fonciers, puisqu'on a dit que c'était une des principales sources de recettes pour les collectivités territoriales. Donc, comment renforcer l'impôt foncier? Cette table ronde va être modérée par M. Damjan Servant de la GIZ. Mais tout d'abord, pour dresser la toile de fond, je donne la parole à Margot Vincent, analyste et politique au Centre de l'entrepreneuriat des PME, des régions et des villes à l'OCDE. Margot, vous avez la parole. C'est un grand plaisir pour moi que de présenter cette deuxième table ronde sur le renforcement de l'impôt foncier destiné à améliorer les recettes des collectivités territoriales. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter un instantané de la répartition de ces recettes fiscales territoriales dans le monde entier. Le graphique ici montre la part des recettes fiscales infranationales dans les recettes fiscales totales et par rapport au PIB en 2020. En moyenne, ces recettes fiscales représentent 15% des recettes fiscales publiques, 2,9% du PIB et un tiers des recettes, des ressources des collectivités territoriales. Donc, comme vous le voyez, c'est une source très importante. L'impôt est une source majeure de recettes pour les collectivités territoriales, mais bien loin derrière les aides publiques et les subventions. Et nous constatons d'importantes disparités entre les pays, en particulier dans les pays fédéraux, contre les pays unitaires que vous voyez à gauche du graphique, dans le coin gauche du graphique. Alors, en ce qui concerne les recettes fiscales territoriales, bien évidemment, la taxe foncière est une source de recettes propres très importante qui représentait près d'un tiers des recettes fiscales en 2020 dans 87 pays et qui atteignait même 50% dans 19 pays. Mais en représentant moins de 1% du PIB en moyenne, ce qui montre bien que cet impôt foncier reste inexploité, sous-exploité à l'échelle territoriale. Par ailleurs, il existe d'importantes disparités entre les pays. Dans certains pays anglo-saxons, comme le Canada ou les États-Unis, la taxe foncière est souvent la principale source de recettes fiscales pour les collectivités territoriales, mais cet impôt génère des recettes fortes et représente plus de 1,5% du PIB. À l'inverse, dans d'autres pays, les recettes générées par l'impôt foncier représentent moins de 0,5% du PIB. C'est le cas, par exemple, des pays d'Europe de l'Est, ce qui montre bien que cet impôt foncier reste sous-exploité. Et lorsque l'on regarde l'impôt de plus près, il est important de noter qu'il ne s'agit pas toujours d'un impôt propre, d'une recette propre sur lesquelles les collectivités auraient un pouvoir de décision. Dans certains pays, en effet, les taxes foncières sont fortement encadrées par l'État central et dans certains cas, les collectivités territoriales n'ont aucun pouvoir de décision sur les taux d'imposition et sur l'assise fiscale. Alors ici, le graphique à gauche montre la part de l'impôt foncier dans les recettes fiscales territoriales et celui de droite par rapport au PIB. En 2020, nous voyons que l'impôt foncier représente une forte part des recettes fiscales territoriales dans les pays d'Amérique latine et dans les pays africains, contre une faible part du PIB dans ces pays. Et lorsqu'on le regarde par tranche de revenus, on s'aperçoit que l'impôt foncier représente une faible part du PIB pour les groupes de revenus à revenus faibles ou moyens,
alors que cet impôt représente une part beaucoup plus importante dans les pays à fort revenu. Et donc, il est donc important pour les pays en développement de réformer leur système de taxes foncières. Comme nous l'avons dit dans la présentation ce matin, la crise du Covid a imposé des pressions très fortes sur les recettes fiscales, lesquelles ont reculé dans de nombreux pays en 2020. 6% en moyenne, avec de fortes disparités entre les pays. L'impôt est resté stable dans la plupart des pays, mais il a reculé dans plusieurs pays. Alors, comment expliquer ce recul, ou les exceptions plus exactement, parce que l'impôt ont été exonérés de cet impôt plusieurs catégories de contribuables en situation difficile, et les taxes les plus efficaces ont été celles qui s'appuyaient sur la valeur commerciale du bien foncier, et les taxes sur les entreprises. Malgré mais qui ont été affectés, et l'impôt collecté auprès des entreprises, impôt foncier, malheureusement avec un taux de défaillance des entreprises important. Le recul des recettes 2020 est lié également, comme je le disais, de l'exemption de cette catégorie, mais néanmoins, cette taxe a été moins affectée que d'autres types d'impôts, notamment l'impôt sur l'activité économique, l'emploi ou la consommation. Et c'est pourquoi il semble que les résultats soient meilleurs pour 2021. C'est un impôt qui a un fort potentiel, qui présente différents avantages, mais qui pose également certains problèmes. Je ne vais pas passer en revue ces avantages et problèmes, puisqu'ils vont faire l'objet de la table ronde, mais j'aimerais insister sur trois défis, 3 points clés qui sont particulièrement pertinents pour les pays en développement. Tout d'abord, il est important de tenir compte de lorsque l'on calcule la base, l'assise fiscale du bien, il soit tenu compte de la valeur marchande du bien. Deuxièmement, il est important de s'appuyer sur le système de cadastre, un système fiable. Et enfin, il y a également un autre facteur à tenir en compte, c'est-à-dire la capacité à payer des contribuables, qui peut être un obstacle très important dans les pays en développement. Alors, malgré les obstacles que je viens de mentionner, des réformes de la taxe foncière se sont largement développées au cours de les 10 dernières années. Elles ont augmenté dans les pays en développement et dans les pays les moins développés, qui sont, eux, confrontés à des obstacles supplémentaires, urbanisation rapide, disparités importantes en termes de revenus, manque de coopération entre les gouvernements en ce qui concerne l'échange de données, manque de système de cadastre fiable, et puis manque également de normalisation des données. Ce sont quelques-uns des facteurs qui supplémentaires. Et la nouvelle édition de l'Observatoire a compilé les principales réformes du droit de l'impôt foncier au cours des 5 dernières années, qui reflètent une très grande diversité des réformes à travers le monde. En Afrique, par exemple, les réformes visant à améliorer les cadastres, comme c'est le cas par exemple en Sierra Leone, et à moderniser les systèmes techniques de collecte d'impôts, c'est le cas du Ghana et du Nigeria, sont inclus. Dans de nombreux pays, les réformes visent à améliorer l'estimation des biens et à mettre à jour cette valorisation de façon périodique. C'est le cas aux Philippines. Nous en parlerons durant la table ronde. De nouvelles taxes foncières ont également été introduites en Thaïlande et dans 2 villes pilotes en Chine. Et une modification des taux d'imposition ont également été mise en place au-dessus d'un certain, avec même imposition d'une surtaxe au-dessus du certain seuil. Je redonne la parole maintenant à Mickaël. Merci de cette présentation qui permet de dresser le décor. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Damian Sarvan qui va modérer cette table ronde. Damian, vous avez la parole. Merci Miguel et merci Margot d'avoir fait cette présentation analytique de la situation actuelle concernant les impôts fonciers et les collectivités territoriales. On voit qu'il y a beaucoup de différences et qu'il y a une sous-utilisation des impôts fonciers. Ce n'est pas uniquement une question d'ordre technique, mais on a une vision plus holistique qu'il faudrait pour voir le contexte économique, politique et autres
Voici le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je voudrais présenter les intervenants de cette table ronde, mais d'abord, pour vous expliquer le cadre, nous aurons 2 séries de questions. Et s'il nous reste assez de temps à la fin, on aura encore une petite série de questions très rapides et ensuite, j'inviterai le public à poser des questions. Sans plus tarder, je voudrais inviter Madame Sarah Perret à monter sur scène. Elle est chef de l'unité fiscalité des personnes physiques et du foncier du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Nous avons Monsieur Dario Runtić, qui est expert en politique publique et il est de l'Association des villes de la République de Croatie. Bienvenue. Monsieur Oskar Egino, bien connu en matière de foncier. Il est spécialiste principal de la gestion fiscale à la Banque interaméricaine de développement. Et en présence virtuelle, nous avons Monsieur Nino Raymond Alvina, qui est directeur exécutif du Bureau des finances locales du ministère des Finances des Philippines. Il est en ligne, bienvenue. Et enfin, Monsieur Graham Stuart Wilson, responsable technique pour le diagnostic de l'initiative sur les revenus des collectivités locales. C'est une prolongation de l'initiative pour l'Afrique et il est de l'école Munk d'affaires mondiales et de politique publique à l'Université de Toronto. So if you're all set. Alors, si vous voulez bien, nous pourrons commencer. Vous aurez environ 5 minutes pour répondre à chaque question. Alors, si je vous montre le carton blanc, c'est pour vous indiquer qu'il vous reste 1 minute de temps de parole. Alors, la première question, si vous voulez bien, c'est pour Madame Perret et elle concerne les obstacles aux réformes des impôts fonciers. Madame, l'impôt foncier constitue une source limitée de recettes fiscales dans les pays membres de l'OCDE et cette proportion n'a pas beaucoup évolué au cours des 10 dernières années comme pourcentage de la recette publique, alors que la valeur du foncier a augmenté. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bonjour à tous et d'abord, merci de m'inviter à parler aujourd'hui. Alors, juste pour vous présenter le contexte, en été, nous avons publié un rapport sur les impôts fonciers dans les pays membres de l'OCDE. C'est toutes les taxes relatives au logement. Vous avez la taxation des loyers payés. Il y a des droits fiscaux pour les timbres fiscaux. Il y a les taux de succession, les droits de succession. Tout ce qui concerne le logement, la taxe d'habitation, ce n'est pas uniquement la taxe foncière, mais parmi ces différents impôts et taxes, vous avez d'abord l'impôt foncier qui est le principal impôt foncier des pays membres de l'OCDE, mais c'est l'impôt le moins distorsif ou le plus efficace de tous les impôts et taxes et pour différentes raisons. C'est principalement parce que l'assiette fiscale est immobile et parce qu'il y a moins de changements de comportement du contribuable face aux impôts fonciers. Alors, je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. Alors, juste pour ajouter quelques chiffres, parce que les chiffres nous aident toujours et nous sommes à l'OCDE, on aime toujours les chiffres ici. Alors, malgré le fait que les impôts fonciers ont ces qualités d'efficacité, ils constituent une petite source de revenus dans les pays membres de l'OCDE. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3% des recettes fiscales des pays membres de l'OCDE. C'est un pourcentage très faible et beaucoup plus faible que le pourcentage qu'on a pour la TVA ou les cotisations sociales ou l'impôt sur le revenu, ce qui représente entre un tiers et
entre un quart et un tiers de la recette fiscale. Alors, ce qui m'a étonné dans cette question, c'est que si on se penche sur l'évolution des recettes liées aux impôts fonciers au cours des décennies, on n'a pas vu d'augmentation sensible de ces revenus, malgré l'augmentation très importante des valeurs foncières. Et nous l'avons signalé dans notre rapport. Nous avons documenté l'augmentation importante des valeurs foncières dans les pays membres de l'OCDE, et cela depuis 30 ans. Et on a vu une accélération de cette augmentation au cours de la pandémie. Et nous comparons la situation par rapport à la petite augmentation des revenus des impôts fonciers. Différentes raisons qui expliquent pourquoi ces impôts ne correspondent pas à la croissance des valeurs de l'immobilier. C'est sans doute parce que dans la plupart des pays membres de l'OCDE, les valeurs foncières ne sont pas actualisées. Voici quelques exemples. En France, on a les valeurs de 1970. En Autriche, c'est 73. En Belgique, c'est 1975. Et pour le Royaume-Uni, c'est 1991. Ce sont les dates qui correspondent aux valeurs de l'immobilier. Bon, parfois, il y a une indexation en fonction du taux de l'inflation, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une actualisation en fonction de la vraie valeur immobilière. Et ce n'est pas uniquement un problème du point de vue des recettes, mais c'est également un problème d'équité. Pourquoi ? Ça veut dire que des foyers dont le logement représente une grande valeur immobilière ne paient pas plus d'impôts fonciers que d'autres. C'est une question d'équité. Et je crois que nous avons vu que le problème avec ces valeurs de référence qui ne sont pas actualisées, c'est forcément un problème, mais c'est une réforme politique très, très difficile parce qu'il y aurait beaucoup de perdants. Cela veut dire que le contribuable aurait des impôts fonciers beaucoup plus élevés, notamment dans les pays qui n'ont pas actualisé les valeurs immobilières depuis longtemps, mais dans les pays qui l'ont fait, par exemple le Danemark, l'Irlande et la Norvège. Bon, on le fait avec une grande réforme des impôts fonciers, avec une actualisation des valeurs du foncier, mais avec une modification à la baisse du taux d'imposition pour qu'il n'y ait pas d'augmentation exponentielle des impôts fonciers. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et on voit que l'un des défis principaux, c'est que nous avons des données sur les valeurs immobilières qui ne sont pas actualisées. Et je vois que c'est un problème en Allemagne aussi. Bon, alors on va passer à des questions plus spécifiques, à des cas, à des exemples nationaux. Alors Monsieur Dario Renci, qu'est-ce que vous voyez comme ces phénomènes en Croatie et dans la région? Et quels sont les obstacles à l'établissement et au bon fonctionnement d'un système foncier efficace? Merci. Bon, comme Sarah vient de le dire, les impôts fonciers dans la région de l'Europe de l'Est ou du Sud-Est constituent une petite proportion de la charge fiscale. Mais au niveau des collectivités territoriales, les impôts fonciers constituent environ 30% de la recette propre ou des revenus propres de ces collectivités territoriales. Bon, le système intergouvernemental qui est en place en Croatie dépend principalement des dotations et des transferts du gouvernement central pour des fonctions décentralisées. Et cela peut changer selon les caprices du gouvernement central, que ce soit des caprices politiques ou peut-être pour des raisons plus sérieuses, telles que nous avons vu avec la pandémie et l'État a dû réagir et parfois les dotations et les transferts ont été réduits. En Croatie, nous avons récemment eu un séisme important avec un impact sur les dotations et les transferts. Alors c'est
les impôts fonciers qui intéressent les administrations locales comme source stable de revenus parce que l'assiette fiscale ne peut pas déménager, à la différence de nos concitoyens qui peuvent passer dans d'autres pays de l'Union européenne depuis qu'on est membre de l'UE. Et on peut voir là une érosion de l'assiette fiscale, mais le foncier ne peut pas déménager. C'est donc une source de stabilité. On a un niveau de prévisibilité des revenus, ce qui est important dans la région. Et nous l'avons vu avec des études des collectivités territoriales. Et nous avons vu la possibilité de valoriser les responsabilités décentralisées. Alors, on a demandé, par exemple, au territoire d'assumer des responsabilités complémentaires s'il y a le financement nécessaire, mais malheureusement, on ne peut pas toujours obtenir les financements nécessaires pour des responsabilités supplémentaires. Et je suis navrée d'entendre que les valeurs, que les registres ne soient plus à jour parce que nous voulions capter cette valeur ajoutée aux fonciers dans la région. On voit qu'il y a une augmentation de la valeur du marché immobilier, mais si ce n'est pas reflété dans l'imposition, c'est difficile. Bon, il y a un problème des registres de foncier, des registres fiscaux aussi. Et nous avons vu que dans des pays ayant établi de bonnes relations au sein des différents services du gouvernement, il y a une bonne réalisation de la collecte et de la transmission de données. Merci beaucoup. Je voudrais poser la question à Monsieur Eguino. Alors, en tant qu'expert sur les impôts fonciers en Amérique latine, pourriez-vous nous décrire la situation au niveau des collectivités territoriales dans les pays de la région Caraïbes, Amérique latine? Est-ce que ces impôts fonciers représentent une source de revenus importante et est-ce qu'ils sont bien exploités par les collectivités territoriales? Merci de m'inviter à participer à ce forum et de partager l'expérience en Amérique latine. Alors, c'était une belle présentation de ce nouveau rapport et nous avons un rapport sur 17 000 municipalités en Amérique latine. Alors, nous comprenons bien la situation des impôts fonciers en Amérique latine. Nous avons toutes ces collectivités locales, mais nous n'avons que 0,4% de la recette en provenance de ces impôts fonciers. C'est moins que les pays membres de l'OCDE, donc le défi est énorme. Mais je dirais que nous avons beaucoup d'hétérogénéité. Il y a certains pays qui collectent bien les impôts fonciers, tels que le Brésil ou la Colombie, ou même le Chili et l'Uruguay. Alors, nous avons une bonne diversité de situations et il faut mettre l'accent sur les pays qui touchent plus d'impôts fonciers et pour comprendre les raisons qui expliquent cette recette plus importante. Alors, pour l'Uruguay et le Chili, il est intéressant de voir les capacités techniques qui sont bien concentrées. La plupart des impôts fonciers sont gérés par les villes de Santiago de Chile et de Montevideo. Là, vous avez les capacités techniques qui sont élevées, vous avez une concentration et vous avez une bonne recette. Les autres pays sont intéressants aussi. Le cas de la Colombie, par exemple, alors là, les cadastres sont centralisés pour les petites villes et décentralisés pour les grandes villes. Alors, il y a le cas de Bogota, Medellín, Cali et d'autres villes qui gèrent leur propre cadastre et ce sont des villes qui ont de grandes capacités. Alors, on a un modèle qui réunit la décentralisation et la centralisation des cadastres. C'est une
situation institutionnelle plutôt insolite, mais cela fonctionne bien. Parce que, comme je vous ai dit, en Colombie, ce sont les grandes villes qui ont le plus d'impôts fonciers. De même, au Brésil, vous savez que le Brésil est un pays très décentralisé, avec beaucoup de grandes villes, avec de bonnes capacités, de bonnes compétences et qui ont une bonne recette, qui collecte bien les impôts fonciers. Bien sûr, les bénéfices de ces impôts sont énormes. Ce que nous avons constaté, c'est lorsqu'on collecte ses propres impôts, vous avez un lien plus important entre le bénéfice et le niveau d'imposition, parce que vous avez plus de revenus, mais les citoyens demandent que les collectivités locales accordent des ressources à leurs besoins locaux. Alors, si vous avez des impôts fonciers plus élevés, vous avez des bénéfices à l'échelle locale qui sont plus élevés et vous avez une meilleure efficacité. Il est donc important de comprendre que plus vous avez d'autonomie fiscale, plus vous avez de fiscalité foncière, plus vous avez un bénéfice local de ces impôts fonciers. Nous avons également mis l'accent sur un autre élément qui, à notre avis, est important. Comment est-ce que ces impôts fonciers peuvent nous aider à valoriser certaines ressources ? Vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des infrastructures sont financées par les impôts fonciers. Il y a des obligations municipales qui dépendent de ces revenus fonciers et nous devrions nous diriger dans ce sens-là. Nous essayons d'aider des pays et des citoyens à se diriger dans ce sens-là. Comme ça, ils auront plus d'autonomie. S'ils ont plus de recettes, ils pourront créer les infrastructures qui seront financées par les taxes. Et bon, je pourrais peut-être parler des obstacles au cours de la deuxième série de questions. Il vous reste 1 minute. Ah ben alors, je peux reprendre le micro. Alors, les obstacles. Bon, très rapidement pour les obstacles. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Un gros obstacle, c'est les capacités institutionnelles et vous avez le problème des évaluations. On n'est pas au rythme du marché, on a des problèmes de cadastre, mais j'essaierai de signaler d'autres obstacles. D'abord, vous avez des obstacles d'ordre politique. Alors là, ce sont des critiques qui ne se font pas apprécier du tout par les hommes et les femmes politiques. Vous avez également la relation entre le contribuable et la collectivité locale. C'est un obstacle si vous n'avez pas la transparence. On ne sait pas ce qu'on fait des impôts. On entend souvent les citoyens qui disent « moi, je ne paierai pas d'impôts parce que ce sont les hommes politiques qui vont prendre tout l'argent et qui vont dépenser cet argent, on ne sait pas où ». Alors, il est important de voir la relation entre les citoyens et les collectivités locales. Et bien sûr, en Amérique latine, un des obstacles, c'est l'informalité. On l'a signalé ce matin. Merci d'avoir respecté votre temps de parole. Moi, je suis la personne qui a le rôle ingrat de vous discipliner et de vous couper la parole. Alors, merci d'avoir signalé les obstacles et merci d'avoir montré que ces obstacles sont pertinents non seulement dans votre région du monde, mais également dans d'autres régions. Et Margot, vous avez parlé des capacités techniques comme un des défis principaux. Et vous avez signalé aussi ce que j'avais dit au sujet de l'approche holistique. Maintenant, j'ai une question pour M. Alvina. Merci d'être avec nous. Alors, je voudrais savoir quelles étaient les raisons principales pour lancer la réforme des impôts fonciers aux Philippines. De quoi s'agit-il? Quelle est cette réforme? Comment est-ce que vous l'avez mise en œuvre? Et quels sont les points que vous avez traités? Quels étaient les points à améliorer? Merci Damien et je tiens à remercier l'OCDE de l'invitation à parler. Je vous salue tous. Bonjour à tous les collègues.
Alors, les raisons. Alors, la réforme des impôts fonciers aux Philippines, le régime foncier, c'était un programme à long terme entre l'agence responsable de l'administration et il y a le projet pour l'aménagement du territoire et pour l'administration du territoire. Nous avons bénéficié du soutien de la Banque mondiale, de la FAO et d'autres agences, d'autres bailleurs de fonds. Et nous avons découvert beaucoup de défis. Au milieu des années 2000, nous avons mené une enquête approfondie et nous avons testé des solutions avec une approche holistique pour tout le gouvernement. On a étudié les politiques, les institutions et les capacités et le renforcement des capacités. Ça, c'était la deuxième phase du projet. En 2010, le département des Finances a adopté une feuille de route pour les réformes de la fiscalité publique et nous avons collaborer avec des partenaires, des agences partenaires et des collectivités territoriales. Et nous avons vu la fiscalité foncière et les outils d'évaluation comme une façon de promouvoir la bonne gouvernance fiscale. Et plus récemment, en 2018, le gouvernement philippin, avec les banques de développement, a présenté notre réforme LGRP comme un investissement important construit à partir des autres phases. Alors, je voudrais vous expliquer les trois raisons principales derrière cette réforme. D'abord, les ressources nécessaires aux collectivités territoriales devaient être plus importantes afin de leur permettre de fournir plus de services. Comme Sarah l'a dit, il y a les impôts fonciers qui proposent une source stable et progressive de revenus sans dépendre de sources externes. Alors, et le programme que nous avons cherche à élargir l'assiette fiscale de ces impôts fonciers, des impôts et des taxes. Nous ne voulions pas forcément augmenter les tarifs et les barèmes. Nous ne voulions pas créer de nouvelles taxes. Et je voudrais mettre l'accent sur cette approche progressive parce que c'est important pour toute imposition du foncier. Comme Sarah nous a dit, les valeurs immobilières doivent refléter la valeur du marché. Et nous savons qu'il y a une augmentation des prix de l'immobilier, même pendant la pandémie, on l'a constaté. Et on a entendu qu'en Amérique latine, qu'on avait une imposition qui était mais vraiment en dessous. Je crois que c'était 0,4% du PIB au cours des dernières années. Ensuite, il y a une deuxième raison qui est la décentralisation fiscale, parce que la Constitution des Philippines et le gouvernement actuel accordent aux collectivités territoriales la possibilité de consacrer les impôts fonciers au bénéfice de ces collectivités. Mais on a vu qu'il y avait moins de conformité à ces pratiques. Il n'y avait que 80% des collectivités locales qui mettaient à jour les valeurs. Alors, il y a l'efficacité de collecte qui est inférieure à ce qu'on devrait avoir. On n'arrive pas à avoir une bonne réponse aux appels. Il faudrait avoir une meilleure réponse aux bénéfices des collectivités territoriales. Le troisième point, c'est que nous voudrions voir plus de confiance. Il faut que l'évaluation soit fiable, plus simple, plus équitable, que les bons outils et les bonnes technologies soient utilisés afin d'avoir une uniformité d'évaluation et qu'on ait une bonne conformité aux normes et aux bonnes pratiques à l'échelle internationale. Nous avons fait un travail de base et on a vu qu'il y avait plusieurs agences qui demandaient des évaluations pour différentes raisons.
par exemple, il y a deux bases que l'on utilise comme référence fiscale. Vous l'avez à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Et nous voulons harmoniser ce processus et ces méthodes afin d'avoir une bonne conformité aux normes et qu'on ait une bonne conformité et une bonne équité d'évaluation. La transparence est également un élément d'une importance vitale pour créer le climat de confiance qu'il faut afin qu'il y ait la confiance du public et la confiance de l'administration soutiennent le marché immobilier. Et nous voulons avoir un système efficace. Alors, s'il me reste encore une minute, je vous ai montré le carton blanc. Il vous reste que quelques secondes. Vous n'avez peut-être pas vu le carton blanc. Bon, en guise de conclusion, la réforme que nous avons adoptée est plutôt exhaustive. On a 5 domaines. D'abord, vous avez la législation. On peut légiférer pour modifier le cadre juridique. Deuxièmement, nous avons adopté des normes d'évaluation conformes aux normes internationales. Et troisièmement, nous avons fait participer les collectivités locales par des essais pilotes et des essais de réforme pour leur montrer que ces impôts fonciers allaient à leur bénéfice. Ensuite, il y avait l'utilisation de la technologie avec la numérisation et enfin le renforcement des capacités. Alors, toute la stratégie avait besoin de cohérence, de continuité au niveau de la direction institutionnelle avec une vraie participation, une vraie implication et une vraie collaboration avec toutes les parties prenantes. Merci. Merci, c'est très intéressant. Et merci d'avoir signalé l'importance de la bonne gouvernance fiscale et budgétaire. Et merci d'avoir fourni l'explication de la législation et des technologies aussi pour le renforcement des capacités afin d'avoir une réforme fiscale réussie. Je voudrais conclure en posant la première question au dernier intervenant, à Graham Wilson. Alors, l'initiative sur les revenus des collectivités devait évaluer le système et ensuite collaborer avec les gouvernements afin de mettre en œuvre les résultats de ces recherches. Alors, on voulait des systèmes d'évaluation simplifiés. Vous avez soutenu un programme très réussi à Freetown. Est-ce que vous pourriez expliquer cette approche simplifiée de l'évaluation et est-ce que vous pouvez expliquer la réussite? Absolument, merci. Je suis ravie d'être là et de partager ces idées. Alors, pour la réforme que nous avons défendue à Freetown et pour cette approche simplifiée à l'évaluation, nous voulions avoir un système plus équitable d'impôts fonciers. On a vu que l'équité était une question très importante pour les évaluations foncières. Alors, ce que nous avons vu à Freetown, c'est qu'il y avait beaucoup d'inéquité. Donc, pour vous donner un exemple concret, parfois, il y avait des maisons en très mauvaises conditions qui étaient évaluées à un prix beaucoup trop élevé. Donc, cet manque d'égalité fait en sorte que cette évaluation des impôts financiers peut être très injuste. Tout d'abord, on a tendance à mettre trop de pression sur des citoyens qui n'ont pas les revenus pour payer cet impôt. Et ensuite, parfois, le potentiel de revenus de ce système n'est pas suffisamment mobilisé. Donc, la plupart des impôts devraient être issus des biens immobiliers les plus chers. Et donc, si l'évaluation n'est pas juste, le système entier est miné par cette injustice. Ensuite, cette inégalité fait que les citoyens n'ont souvent pas confiance en le système d'impôt global, ce qui fait qu'il devient plus difficile de collecter des impôts. Donc, il faudrait vraiment faire en sorte que l'impôt financier soit imposé d'une façon équitable pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Donc, cette approche simplifiée adoptée par Freetown pour évaluer les biens immobiliers visait justement à réduire cette inégalité.
l'idée était d'identifier et d'évaluer tous les biens dans la région. Nous avons utilisé des imageries, de l'imagerie pour pouvoir le faire. Nous avons également collecté des informations sur le type de biens, donc par exemple des informations sur les murs et sur les toits. Et ensuite, nous avons pu, grâce à toutes ces caractéristiques, donc l'imagerie des satellites et tous ces critères, nous avons pu simplifier notre approche et avoir des données de qualité. Donc, grâce à ces systèmes, nous avons augmenté de 5 fois le potentiel de revenus du système d'impôt foncier à Freetown. Et en fait, grâce à ces systèmes, nous avons pu augmenter les impôts sur les biens les plus chers et réduire les impôts sur les biens qui étaient en plus mauvais état. Donc, il y avait un système 80-20 selon lequel 80% des revenus devraient être issus de ces biens de haute valeur. Donc, c'était vraiment une approche qui visait à rendre le système plus juste, mais je pense que ce système n'est pas suffisant tout seul. Il faut aussi prendre en compte d'autres aspects. Donc, nous avons en même temps essayé de rendre notre système d'impôt plus transparent, par exemple pour que les contribuables comprennent beaucoup mieux comment et pourquoi ils sont imposés. Donc, ils peuvent, par exemple, comparer leur situation à la situation de leurs voisins et cela fait en sorte qu'ils soient plus conscients de comment fonctionne le système et qu'ils aient l'impression que ce système soit juste. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que en plus de ces réformes, nous avions également une vision plus large. Il y avait une politique qui comprenait plusieurs initiatives et nous avons vraiment mis l'accent sur de meilleurs services publics. Et donc, cette simplification du système des impôts faisait partie de cette politique plus large. Et donc, c'est grâce, je pense, à cette vision plus large que nous avons pu mobiliser des soutiens et que le projet ait pu être efficace. Merci beaucoup pour ces explications. En effet, vous avez pu nous montrer que parfois on peut avoir des réformes qui n'ont pas un coût très élevé, qui sont relativement simples, mais qui ont un impact important. Je vais maintenant passer au deuxième tour de questions, qui va concerner des recommandations pour réformer le système d'impôt foncier. Donc, je vais commencer avec Nino. Et je voudrais vous demander quelles ont été les difficultés pour mettre en œuvre les réformes dans les Philippines. Pouvez-vous nous parler des résultats positifs que vous avez déjà eus? Et selon vous, quelles seront les prochaines mesures à prendre? Merci beaucoup. Je vais commencer par donc partager quelques recommandations et quelques conclusions pour répondre à votre question qui est assez générale. Donc, je vais vous donner quelques exemples aux Philippines. Je vais vous parler un petit peu des difficultés et des défis pour ce qui est de la mise en œuvre de nos réformes. Au niveau local, nous avons tendance à penser que quand nous réévaluons les biens immobiliers, il y aurait en même temps une augmentation des impôts. Donc, par exemple, s'il y a une augmentation de 100% de la valeur d'un bien, on aurait tendance à croire que l'impôt va augmenter de 100% aussi. Mais ce n'est pas forcément le cas.
Il faut prendre en compte les besoins du gouvernement local en termes de financement et aussi il faut prendre en compte la capacité des contribuables de payer les impôts. Donc parfois, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Il peut être difficile d'évaluer le taux d'impôt, le taux d'imposition, parce qu'il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Parfois, nous avons des façons d'agir, une certaine liberté pour augmenter les impôts, mais nous ne pouvons pas toujours profiter de ces stratégies parce que la situation est compliquée. Si les évaluations, les réévaluations sont approuvées au niveau local, c'est une bonne chose, mais ensuite, il peut être difficile de procéder à des évaluations ultérieures. Heureusement, le point de vue, la perception de ces réévaluations a changé auprès des gouvernements locaux et nous essayons de les sensibiliser parce que nous avons constaté que seulement 6% des gouvernements locaux évaluer ou réévaluer les biens immobiliers il y a quelques années. Et ce chiffre a augmenté beaucoup ces dernières années grâce à notre initiative de sensibilisation. Donc, les gouvernements locaux ont compris ce besoin de réévaluer les biens immobiliers et d'augmenter parfois les impôts. Il y a un autre exemple qui concerne les normes. Quand nous avons adopté les normes d'évaluation 2009, c'était déjà du progrès, mais nous avons réévalué cette norme plusieurs fois. Nous avons également organisé des formations pour les évaluateurs locaux dans nos bureaux régionaux. Et cela a été très utile parce que nous avons pu justement mieux sensibiliser les acteurs. Une de nos universités a également organisé des programmes pédagogiques sur ce sujet. Et c'est très bien parce que nous avons pu donc professionnaliser les acteurs qui travaillent dans ce secteur. Excusez-moi, vous avez seulement 1 minute pour finir vos propos. Très bien. Donc, nous avons mis en place plusieurs initiatives pour appuyer ce programme de réforme. Et actuellement, nous travaillons sur un projet de loi pour réviser de nouveau notre stratégie d'évaluation. Et dans ce projet de loi, nous avons essayé de tirer les leçons de ce que nous avons appris lors des évaluations précédentes. J'aimerais vraiment souligner qu'il est important d'évaluer le progrès lorsqu'on met en œuvre un tel programme ou une telle initiative. Aux Philippines, nous allons donc continuer cette réforme. C'est la prochaine étape. Parce qu'une réforme n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'effectue dans la durée. Et je pense qu'il faut également collaborer avec d'autres parties prenantes pour qu'une réforme soit efficace. Notre but est d'avoir un système d'administration de l'impôt foncier qui soit efficace et équitable. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vais donc poser une question directement à Sarah. Vous avez parlé d'un rapport sur les réformes des impôts de 2020. Et dans ce rapport, on dit que les réformes de 2021 de l'impôt foncier visaient justement à rendre ce système plus équitable. Donc, quels ont été les résultats de ces réformes et quelles seraient vos recommandations pour bien mener des réformes et pour accélérer ces réformes? Alors, vous avez effectivement parlé d'un rapport.
sur lequel je travaillais par le passé. Je menais le travail sur ce rapport, mais je ne le fais plus. Mais effectivement, en 2020, il y a eu beaucoup de réformes de l'impôt foncier et effectivement, nous avons mis l'accent sur l'équité. Et c'était très important, surtout dans le contexte de la pandémie. Si vous vous intéressez à ces réformes, vous pouvez consulter ce rapport. Notamment, il y a eu une réforme de l'impôt foncier local en Irlande. Cette réforme a donc modifié les évaluations parce que les évaluations étaient basées sur des données de 2013, donc il fallait tout revoir. Since 2013. Et puis, il y avait également du travail sur l'évaluation de nouveaux biens immobiliers qui avaient été construits dans la période après 2013. Donc, dans le cadre de cette réforme, on a également modifié le taux d'imposition pour que le taux d'imposition global reste au même niveau pour tous les contribuables. Mais j'ai remarqué que dans la plupart des pays OCDE, le but principal des réformes de l'impôt foncier visait justement à faire en sorte que le niveau d'imposition corresponde au prix du marché, au niveau, à l'état du marché. Je dirais qu'en général, les recommandations générales ne sont pas très efficaces, mais je peux faire une recommandation, disons, pour les pays de l'OCDE, en disant qu'il faut faire en sorte que les taux d'imposition correspondent aux valeurs du marché. Mais je pense que cette recommandation, par exemple, n'est pas pertinente pour des pays en développement. Pour ces pays-là, il faudrait avoir une autre approche. Il faudrait sans doute avoir un système d'imposition qui soit adapté aux facteurs locaux. Donc, par exemple, il faudrait prendre en compte l'emplacement du bien. You know, it really depends on the country. I think for developing. Je pense donc que les recommandations doivent vraiment prendre en compte le contexte local. Expansion of the tax-based coverage. Je pense qu'une priorité Or not est de faire en sorte que tous les biens soient imposés parce que parfois des biens ne tombent pas dans le panier fiscal parce que parfois il y a des propriétaires qui sont en quelque sorte des propriétaires informels qui ne déclarent pas forcément le bien. Donc, il y a des problèmes comme ça qu'il faudrait aborder. Ensuite, un autre aspect qui est très important, c'est la gouvernance et l'organisation de tout ce travail. L'OCDE et d'autres organisations préconisent depuis des années qu'il faut sans doute aller vers plus d'impôts fonciers pour réduire d'autres types d'impôts. Et pourquoi? C'est parce que nous proposons de décentraliser un petit peu, c'est-à-dire de passer d'impôts qui sont organisés par le gouvernement central à des impôts qui sont imposés par le gouvernement local. Mais parfois, les gouvernements ont un petit peu peur de faire cela parce qu'ils ont peur qu'au niveau infranational, parfois, les impôts ne seront pas transférés au gouvernement central si besoin, ou peut-être que ces revenus vont disparaître. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait une cohérence pour qu'il y ait des règles cohérentes, pour qu'il y ait un système qui soit reconnu à tous les niveaux de la gouvernance. Ensuite, en termes des principes directeurs très globaux, je dirais qu'il faut garder à l'esprit toujours que l'impôt doit avoir un objectif assez spécifique. C'est-à-dire, si nous allons imposer davantage, il faut que les services publics s'améliorent aussi. Les citoyens sont prêts à payer davantage d'impôts fonciers
si ces personnes savent que l'imposition est utile, For central governments to say we've used il est difficile parfois pour les gouvernements centraux d'expliquer comment certains impôts ont été utilisés, par exemple les impôts sur les revenus. Mais l'avantage de l'impôt foncier, c'est qu'on peut le lier plus directement à des buts très clairs, à des projets plus clairs. Merci beaucoup, Sarah. Donc, nous avons parlé d'une approche assez large. Je vais passer maintenant à notre collègue de la Croatie. Selon votre expérience, quelles seraient vos recommandations pour mettre en œuvre les réformes de l'impôt foncier? Alors, je serais plutôt d'accord avec ce qui a déjà été dit. La Croatie n'a pas d'impôt foncier vraiment. Nous avons un impôt qui ressemble à l'impôt foncier parce que nous imposons les propriétaires pour chaque mètre carré en fonction de, par exemple, l'emplacement de leur maison, de leur bien. Nous avons essayé de réformer notre système d'impôt foncier 2 fois. La deuxième réforme a été plus efficace et le Parlement a adopté cette réforme, mais malheureusement, elle a été rejetée ensuite en 2018 et c'est parce que les citoyens étaient contre cet impôt. Local elections. Et en 2017, nous avons organisé des élections locales et donc le peuple s'est exprimé. Donc ma recommandation, c'est de ne pas organiser des élections comme vous faites des réformes de votre impôt foncier. Je plaisante bien sûr. That we would like to Mais tax nous avons essayé, ou nous voudrions plutôt essayer de combiner cet impôt foncier avec d'autres impôts, donc avoir un impôt unique. Et cela nous aiderait à éviter certaines difficultés logistiques parce que la collecte des impôts séparés peut être un petit peu difficile. to the property tax. That's what we did in 2016. Donc, c'est ce que nous avons fait en fait en 2016. Nous avons combiné plusieurs des impôts, As a effect, we have introduced the mais pour essayer d'éviter un effet régressif, nous avons with défini des critères pour évaluer l'emplacement des biens immobiliers. Donc, par exemple, des biens au centre-ville sont considérés comme étant condition was ruled, then they would again be assujettis à des impôts plus élevés. like new properties like villas with swimming pools. De même, si un propriétaire a une piscine, un hélicoptère, voilà, un espace pour l'hélicoptère devant sa maison, bah, le bien sera évalué comme étant plus cher et donc imposé à un taux plus élevé. Figure out with Mais il a été difficile de finir tout ce travail. Il était parfois difficile, par exemple, d'évaluer des villas qui étaient très vieilles mais qui ont été rénovées. Cela crée une situation un petit peu compliquée pour ce qui est de l'évaluation. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer l'impôt foncier, le système de collecte de cet impôt? Je partage quelques expériences. En 2016, nous avons essayé d'encourager le transfert des informations sur les contribuables et sur l'imposition, l'histoire de l'imposition au niveau central au gouvernement local. Donc, nous avons encouragé les gouvernements locaux de mettre à jour les registres pour pouvoir mieux évaluer le taux d'imposition. Et grâce à cela, nous avons vu une augmentation de 20% de collecte des impôts. process put in place that gave local governments information Nous avons également
mis en place un système pour donner des informations sur les transactions immobilières au gouvernement local. Et grâce à cela, nous avons vu une augmentation de 5% des recettes fiscales. Dario, and Merci beaucoup. time here. Alors, il nous reste très peu de temps, malheureusement. Donc, je vais passer directement à un autre panéliste, Graham, Zambian context, pour avoir quelques informations sur le contexte en Zambie. Parce que je sais que vous avez mené une évaluation diagnostique du système d'impôt foncier en Zambie. Pouvez-vous nous donner les résultats de votre évaluation et les recommandations que vous pensez pourraient être utiles? Alors, dans notre rapport, nous voyons des différences entre les pays différents et nous voyons également des différences, bien sûr, au niveau des systèmes fiscaux, mais aussi des différences au niveau de l'économie nationale. Parce qu'à cause de ces différences, il peut être plus ou moins difficile d'introduire certains impôts ou de changer le système fiscal. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir, avant de réfléchir à des réformes, et c'est ce que nous avons fait en Zambie. La contrainte principale que je soulignerai à la suite de cette évaluation, c'est que l'évaluation et les règles d'évaluation n'étaient pas appliquées partout dans le pays. Et c'est problématique parce que c'est grâce à ce type d'évaluation que nous pouvons vraiment faire en sorte que l'impôt soit réparti d'une façon équitable dans le pays. Et bien sûr, si tous les biens ne sont pas évalués, il devient difficile d'avoir les recettes fiscales qu'il faudrait avoir. Donc, une évaluation est utile parce qu'elle peut non seulement augmenter les recettes, mais aussi sensibiliser les populations concernant les impôts. Donc, si certaines personnes ne sont pas imposées, il devient assez difficile d'envisager comment le système fiscal peut être efficace. Donc, en Zambie, effectivement, il y avait insuffisamment de couverture. Il y a la ville Mansa, c'est une capitale régionale dans le nord du pays. Et c'est là où nous avons travaillé assez intensément. Et nous avons découvert qu'entre 70% et 90% des biens immobiliers n'étaient pas couverts par l'évaluation. Alors pourquoi? Tout cela est lié aux lois qui font le lien entre l'inscription des biens immobiliers et le système pour imposer ces biens. Donc, pour être imposé, il faut qu'un bien soit bien identifié et inscrit. Donc, inscrit par le gouvernement. Malheureusement, il est difficile pour les propriétaires d'inscrire le bien dans ces registres. Et ensuite, bien sûr, ils ne sont pas vraiment motivés pour le faire parce qu'ils vont ensuite être imposés. Donc, comme j'ai dit, il y a vraiment insuffisamment de couverture. Notre recommandation, c'est donc d'être informé, enfin d'être guidé par les besoins fiscaux quand on évalue les biens immobiliers. Il faut que les gouvernements locaux aient la possibilité d'ajouter tous les biens au registre de biens imposables. Donc, ce que j'ai décrit est assez spécifique au contexte local en Zambie, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte partout. Il faut que les propriétaires soient inscrits dans le système pour qu'ils puissent être imposés. Donc, il faudrait mettre en place un système pour qu'ils puissent être inscrits facilement. Donc, afin de bien évaluer les biens immobiliers, il faut avoir suffisamment d'informations sur les biens, sur l'emplacement des biens. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte et grâce à ces informations,
il devient plus facile de mener les évaluations. Taxation efforts. So instead of the common approach of first titling all properties and assuming that property Souvent, on essaie taxing all properties that actually exist. de d'abord inscrire les biens et ensuite de les imposer, mais je pense qu'il faut avoir une approche un peu différente. Il faut commencer par se dire qu'il faut imposer tous les biens ou tous les propriétaires et ensuite faire en sorte que tous les biens soient inscrits. Donc, il faudrait changer, comme j'ai dit, et je dis ça en guise d'inclusion, notre façon d'inscrire les biens afin de pouvoir bien imposer les biens immobiliers. Alors, je demande à Pascal maintenant quelles seraient ses recommandations pour améliorer la collecte de l'impôt foncier. Quelles réformes pourraient être utiles et pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les autres panélistes. Alors, quelles recommandations? Tout d'abord, je pense que ce travail que nous faisons est très important. Donc, je propose qu'on mette en place des réformes, mais qu'en même temps, nous sensibilisons. Parce qu'il est facile de donner des chiffres. Par exemple, nous pouvons dire que 1% du PIB vient de l'impôt foncier, mais ensuite, il faut bien tirer profit de ces informations. Il faut sensibiliser les décideurs et ceux qui élaborent les politiques. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient des avantages de ce type de réforme. Using property taxes, I think. Donc, il faut également que tout le monde soit conscient de ce que nous pouvons faire grâce aux impôts fonciers. Ensuite, les décideurs politiques, quand ils sont bien informés, doivent bien sûr décider des détails. Par exemple, qui va administrer cet impôt? Est-ce que ce sera le gouvernement central, le gouvernement local? Est-ce que ce sera un partenariat entre les deux niveaux de gouvernance? Donc, je pense qu'il faut avoir ces discussions techniques, mais il faut d'abord que tout le monde soit bien informé et qu'on ait accès à toutes les statistiques. Donc, en Amérique latine, nous sommes nombreux à dire qu'il faut qu'il faut certes que les hommes et les femmes politiques soient conscients de ce qu'il faut faire pour améliorer les systèmes, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi les aider. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs, des experts qui puissent les conseiller à un niveau technique. Donc, au sein de mon organisation, je mène un projet de recherche pour pouvoir donner des conseils aux villes de l'Amérique latine, mais ces conseils sont adaptés à chaque contexte local. Parfois, il y a des démarches très techniques qui peuvent être appropriées, mais dans d'autres municipalités, ce n'est pas le cas. Parfois, il faut une approche plus simple. Donc, nous menons des analyses de données pour pouvoir les informer d'une façon adaptée. Parce que pour qu'une réforme soit efficace, il faut vraiment que la réforme soit adaptée aux capacités locales. Nous avons donc une belle opportunité. Les données et l'analyse de ces données jouent un rôle essentiel. J'ai lu plusieurs rapports, y compris des rapports de l'OCDE, qui parlent des limitations des données.
We have a lot of data. Je dirais l'inverse. Au contraire, nous avons une multitude de données. Nous avons des données que nous pouvons récupérer sur les sites web, sur les marchés immobiliers, à partir de différentes sources. Et nous pouvons construire des solutions en nous appuyant sur ces sources d'informations. Donc, ma recommandation serait d'être pratique, pragmatique, pour développer des solutions que vous adaptez au contexte, aux problèmes spécifiques et en communication directe, en liaison directe avec les techniciens. Voici quelque chose qui me paraît très important. Dans le cas de l'Argentine, par exemple, la ville de Mendoza, que vous connaissez sans doute, parce que c'est une région qui produit du très bon vin. Dans le cas de Mendoza, nous avons fait évoluer la façon de traiter l'impôt foncier. Avant, ils avaient un formulaire extrêmement compliqué avec toutes sortes d'informations. Nous avons essayé de simplifier le formulaire dans un cas. Dans d'autres cas, nous avons simplement simplifié le formulaire en incluant des photos ou des images en expliquant ce que nous faisions avec les taxes collectées dans cette région. Et les résultats ont été extraordinaires. Les gens ont accepté de payer cet impôt parce qu'ils ont vu que leur contribution leur revenait ensuite sous forme de produits et services. Nous avons différentes études sur l'économie comportementale également et qui vous proposent des solutions très simples également. Oui, je vais m'arrêter ici, dit l'orateur. Oui, en fait, ma recommandation, n'oubliez pas que les politiques ont besoin d'un message qui s'appuie sur des données. Et puis, les techniciens ont besoin de solutions. Les praticiens ont besoin de solutions pratiques. C'est tout. Merci. Je voudrais remercier tous les membres de la table ronde de leurs interventions. Je crois que nous avons entendu des analyses tout à fait intéressantes, des perspectives des quatre points de la planète. Alors malheureusement, nous sommes arrivés, nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Peut-être une question, néanmoins, une question du public, une intervention. Il me semblait avoir vu une main levée. Donc on va vous apporter un micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, je voudrais vous remercier effectivement de ces échanges extrêmement intéressants. J'appartiens au secrétariat d'une initiative, un partenariat international qui favorise, qui encourage les débats sur les questions d'impôts et de développement et qui s'appuie en particulier sur un partage des connaissances sur ce thème. Et notamment le sujet qui nous occupe maintenant, les taxes foncières. Mais en ce qui nous concerne, un des problèmes que nous notons, comment établir le lien entre recettes fiscales provenant de la taxe foncière et les dépenses? Comment expliquer à nos concitoyens, comment leur expliquer, voilà, nous avons cette réforme, voici comment va évoluer votre impôt foncier. Vous allez donc payer des impôts, mais vous allez recevoir quelque chose en échange, quelque chose d'autre. Ce que vous allez recevoir, ce sont des services publics de qualité. Je crois que j'aimerais savoir si vous avez de bons exemples de villes qui ont réussi à établir cette relation. Alors, je le sais que pour Freetown, par exemple, il me semble qu'ils ont fait quelque chose de tout à fait intéressant, mais à toute petite échelle, me semble-t-il. Donc, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner? Oui, merci de cette question. Comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises, le lien, effectivement, entre l'impôt, les recettes et les services publics, ce lien est absolument crucial. C'est ce qui va permettre de générer la confiance dont nous avons besoin pour améliorer la collecte et ensuite la mise en place de services de qualité. Et effectivement, à Freetown, ce qui a été fait, nous avons fait une expérience pilote, budgétisation participative, avec un groupe de résidents qui ont été appelés à se prononcer sur des projets de services particuliers. Et malheureusement, c'est un projet donc dit de town hall où les gens discutent ensemble, qui devait se tenir en personne, mais qui finalement a dû prendre une forme virtuelle. Mais c'était l'idée, effectivement, par quartier, on demandait aux gens de voter sur des projets spécifiques
afin de voir avec eux comment répartir les recettes, comment allouer les recettes entre les différents quartiers. 20% des recettes fiscales pour un voisinage donné devaient effectivement financer ce processus. Sachant que cela nous permettait effectivement de savoir ce qui avait été recouvré, ce qui avait été collecté pour un quartier particulier et ensuite de le répercuter sur les services. En fait, nous n'avons pas encore les conclusions officielles, mais il semble que cela ait permis d'améliorer en tout cas la confiance et l'accueil réservé à la réforme, un accueil beaucoup plus favorable de la part de la population comme des autorités municipales. Oui, une question tout à fait intéressante, effectivement. Alors, il y a différentes expériences qui me paraissent tout à fait importantes. Et je me dirais que ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'expérience des États-Unis. Aux États-Unis, vous payez un impôt foncier et les autorités locales utilisent le produit de cet impôt pour financer les écoles. Et le degré de conformité, bien évidemment, le niveau de conformité est extrêmement élevé. Si vous voulez, vous servir d'une référence importante, eh bien, je pense que je vous conseille vivement de vous inspirer de l'expérience des États-Unis. Dans les pays développement, les expériences sont tout à fait différentes. Et si vous souhaitez, nous pourrons en discuter ensemble. J'ai parlé de Mendoza, de la ville de Mendoza, également dans la ville de La Pampa en Argentine. Une expérience a été menée. Une loterie a été organisée pour les gens qui payaient leurs impôts. Autrement dit, on proposait quelque chose aux contribuables qu'on récompensait, si vous voulez, de payer leurs impôts en temps et heure. Il y a différentes possibilités, différents modèles pour inciter les gens à payer leurs impôts vous arrivez à leur faire voir le lien entre l'impôt qu'ils payent et les avantages qu'ils en retirent. Alors, en Croatie, nous avons également eu recours à la méthode de la budgétisation participative pour rapprocher les citoyens et les politiques, pour expliquer la réforme de l'impôt foncier et pour qu'ils puissent exprimer leurs priorités en matière de services publics demandés. Alors, nous avons ce que nous appelons un brief ou une note sur la budgétisation. C'est un petit livret qu'on publie avec le montant, qui indique le montant des impôts encaissés et les projets financés que l'on présente sous forme de diagrammes, de photos, etc. Alors, au plan technique, puisque je pense que votre question également portait sur ce plan. Dans notre base de données, nous avons des archives qui se fondent avec les adresses. Les données vont jusqu'à l'adresse des contribuables, donc il est possible de désagréger les données à ce niveau-là. Et il est possible également de faire des recherches ensuite sur les investissements réalisés région par région. Donc, c'est un moyen également de voir concrètement ce qui a été fait avec l'argent des contribuables. Alors, personnellement, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais nous citons un article de Jacob Basso qui explique effectivement l'intérêt d'expliquer aux contribuables ce que l'on fait de son argent. Je vous remercie et je vous propose donc de clôturer cette table ronde. En fait, je crois que maintenant, il ne me reste qu'à vous proposer une pause café. Nous nous retrouvons à 16h30 précise. Et je voulais saluer, nous voulions saluer Nino, bien évidemment, avant qu'il nous quitte. Merci. Donc 16h30, reprise de la conférence, 16h30.